Hello à tous, vous écoutez Refait, la chaîne qui met en avant les créateurs d'aujourd'hui qui prennent soin du monde de demain. Ils minimisent leurs déchets mais pas leur créativité. Moi c'est Juliette Bonhomme, je suis fondatrice de The Upcycling Lab, un projet de revalorisation textile basé à Bruxelles. En gros, l'upcycling c'est un peu ma passion. Alors comment refait-on du nouveau avec du vieux ? C'est ce que ce podcast Refait veut prouver à celui qui l'écoute. Ensemble, avec des invités hyper inspirants, on va aborder les enjeux de la mode de demain et on espère aussi inspirer des auditeurs qui ont envie d'entreprendre un impact positif. Donc, bonjour Violet. Bonjour Juliette. Merci d'être présente aujourd'hui. Je t'en prie, merci de m'avoir invitée. Bah écoute, c'était une évidence que je voulais t'avoir sur le podcast Refait. Donc aujourd'hui on est à Paris, il fait très chaud. Très chaud. Et je suis trop heureuse d'avoir Violette au micro parce qu'on a essayé de plusieurs fois s'intercaler, ça ne se faisait pas. Donc Violette, moi je te connais, je t'ai rencontrée à un atelier que Rissap donnait chez Lévis à Paris. Ouais, tout à fait. Voilà, et après je t'ai suivie sur les réseaux sociaux. Et moi aussi. Voilà, on s'est suivis, on s'est bien marré pendant l'atelier, c'était drôle. Et j'en ai découvert un peu plus sur ton parcours, qui était très impressionnant. Et donc est-ce qu'aujourd'hui tu peux te présenter parce que peut-être ceux qui nous écoutent ne te connaissent pas. Ok, alors je suis très très mauvaise à l'exercice de la présentation. Pas de stress, tu le fais comme tu veux. C'est un truc que j'arrive pas trop à faire, mais je me lance. Donc je m'appelle Violette, je suis une vieille, j'ai 48 ans, enfin bientôt 48 ans, dans un mois. Tu n'es pas vieille, on va en parler de ce sujet-là après, parce que je sais mais tu sais qu'en vrai j'aime bien dire que je suis vieille parce que, sérieux, je le revendique un peu, tu vois. Je suis très très à l'aise avec mon âge, donc j'ai aucun souci avec ça. Et c'est aussi pour montrer que quand la société pense que les femmes de plus de 40 ans sont vieilles, genre regardez-moi. Vous ne la voyez pas là, mais elle est incroyable et allez la suivre sur les réseaux sociaux. Mais du coup, vieille n'a pas le côté du tout péjoratif dans ton vocabulaire. C'est pas du tout péjoratif. Donc j'ai 2 enfants, peut-être qu'il y en a un qui est près de toi en termes d'âge, je sais pas. Je vis en banlieue parisienne, j'ai toujours vécu en banlieue parisienne et je suis un couteau suisse. C'est-à-dire Alors, sur la liste des choses que je fais, il y a la couture, la photo, le podcast, les livres que j'ai écrits, je donne des masterclass de couture aussi. Là, en ce moment, je fais du community management et de la création de contenu. Et les robes de mariée en confidentiel, mais j'en fais quand même encore, parce que j'ai eu ma période de créatrice de robes de mariée. Et je crois que c'est tout. Et ouais. Si tu veux t'arrêter là, c'est ok, hein. Pour nous c'est déjà pas mal. Hein. Ok, donc pour reprendre, alors attends, parce qu'il y a plein de choses. Ah, tu vois, je t'ai perdue. Ben non mais t'inquiète, je les connais un peu déjà, mais quand même, donc là tu as le côté photographe. Que tu fais du coup pour toi, pour d'autres, pour des campagnes. Je le fais essentiellement pour moi, mais depuis quelques temps j'ai quelques petits contrats, donc c'est cool, et plutôt pour des petites marques. Ah, dans l'artistique ? Ouais, plutôt de l'édito en fait. Ok. Ouais. Et aussi du lookbook. Mais c'est hyper récent en fait, le lookbook c'est depuis juin. J'ai shooté mon premier lookbook en juin. Et ça s'est mis parce que ta page, parce que... En fait, la marque pour laquelle je fais du community management avait besoin d'un photographe pour shooter quelques pièces de leur collection qui manquaient à leur lookbook, et du coup ils ont fait appel à moi. Ok. Et ça s'est fait comme ça. Ok. Et du coup, le community management, vu que ça c'est du coup ton activité la plus récente, on va dire, tu gères les réseaux sociaux d'une marque ? Là, je gère uniquement leur compte Insta. Ok. Génial. Et tu les as rencontrés via ta page ou c'était... Non, c'est une amie qui travaille pour cette marque qui m'a recommandé. Ok, génial. Ouais. Donc ça, c'est la partie un peu donc, photographe, community management. Puis, donc la partie robe de mariée, mais non officielle. Ouais, non officielle, parce que j'ai fait des robes de mariée pendant très longtemps, pendant presque 10 ans. Et moi, j'avais des interrogations par rapport à cette activité avant le Covid déjà. Et puis, le Covid... est arrivé et du coup ça a un peu précipité les choses dans le sens où il y avait plus de mariage et en fait je me posais pas mal de questions parce que c'était très très lourd. Moi j'ai toujours travaillé toute seule, donc là sur la robe de mariage je travaillais toute seule, il m'arrivait de faire 30 robes de mariée par an et j'adore ça, hein, vraiment j'adore ça, mais en termes de santé mentale c'était devenu hyper compliqué. Surtout qu'il y a un standing dans la robe de mariée et une personnalisation qui c'est ça, parce que moi en fait je faisais du sur-mesure en plus.
Et il y avait tellement... Enfin, autant au départ, c'était hyper intéressant, puisque les filles, on était très peu nombreuses en termes de créatrices, un peu cool, tu vois. Donc, quand les filles, elles venaient vraiment pour toi. Et puis, il y a eu de plus en plus de créatrices. Et du coup, j'avais même plus l'envie, en fait, quand je recevais des filles en rendez-vous, elles venaient juste parce qu'elles voulaient une robe et elles avaient des budgets minuscules. Et en fait, elles se rendaient pas compte du tout le travail qu'il y avait derrière. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer. En tout cas, pour moi, ça a été compliqué à gérer. Enfin, pas le manque de reconnaissance, mais je saurais pas comment le verbaliser, mais plus... En fait, le manque, on va dire, d'éducation par rapport au temps qu'une robe de mariée peut prendre et que du coup... Même le fait, tu vois, de prendre rendez-vous avec toi et que toi, tu donnes de ton temps et que tu te rends compte qu'en fait, la personne, limite, elle sait même pas ce que tu fais, tu vois. Enfin, c'était un peu bizarre. Et après le Covid, j'avais, je crois, 2 mariés qui, du coup, n'ont pas pu se marier, donc avec qui j'ai continué de travailler après le Covid. Et ensuite, l'année d'après, j'ai fait 3 robes. Et je trouvais que c'était cool parce que j'avais aussi un peu choisi mes clientes. Parce que ça aussi, c'était important. Je voulais plus travailler avec des gens avec qui je sentais que ça allait pas bien se passer. Et c'était très cool, en fait. Et je me suis dit, ouais, 3 robes, c'est bien. Parce que j'aime quand même, tu vois, le fait de créer un truc de rien. Et puis de voir aussi les filles hyper contentes quand elles récupèrent leurs robes. Donc je me suis dit, je le fais comme j'ai envie de le faire, en fait. Et donc, cette année, par exemple, j'ai pas fait de robe. Et l'année prochaine, j'en fais 2. Okay. Et je pense que je vais m'arrêter à 2. Et ben c'est top. Et je pense que c'est en grandissant dans la vie qu'on comprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime plus. C'est ça. Mais du coup, moi je me souviens que quand on s'était rencontrés, tu m'avais parlé de cette histoire de robe de mariée. Donc moi j'étais en mode ah bon, etc. Ouais. Tu m'avais dit qu'après le Covid, tu avais fait un break, tu te lançais plus dans tes propres projets. Ouais. Mais peut-être pour que la chronologie soit plus claire dans nos têtes, est-ce que tu veux nous expliquer ton parcours en fait chronologique, comme ça on peut reprendre en fait les étapes. Et je commence où? Ou Violette alors écoute en gros moi je suis un peu comme toi parce que toi t'es autodidacte. Exact. En termes de couture. Moi c'est la même chose. Moi ça s'est passé parce que j'ai une pote qui avait laissé sa machine à coudre à la maison et j'étais en congé maternité. Je me souviens où ma fille était très jeune et genre j'avais rien à faire chez moi, je crois, et je me suis dit tiens allez, je vais tenter de me servir de ce truc, et je suis tombée dedans, genre comme Obélix, tu sais, dans la potion magique là. J'ai jamais lâché depuis. J'ai adoré ça en fait. J'allais en friperie, j'ai acheté des vêtements, je les démontais parce qu'en plus à l'époque il n'y avait pas genre TikTok, YouTube et tout, donc il y avait que des livres de couture, pas très funky d'ailleurs. Donc moi et puis moi je suis matheuse à la base, tu vois, donc j'ai besoin, enfin il faut que ce soit très clair dans ma tête, et du coup j'ai acheté des vêtements, je les démontais pour voir comment ça marchait. Très cartésienne en fait. Exactement. Et mais donc tes études en fait rien à voir. Non, rien à voir, j'ai fait des maths. T'as étudié les maths? Ouais. Ok. Et t'as travaillé dans les maths après ça? En fait ou plus ou moins, je suis rentrée dans la fonction publique. Ok. Les impôts, hein, je ne cache rien à personne. Oh, wow. Mais il y a des chiffres. Voilà. Donc si c'était intéressant quand même. Et non, j'étais pas du tout prédestinée. Quoique, pour tout avouer, genre à la fin de la 3e, tu sais, t'as un espèce de questionnaire où les profs te disent alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et moi je veux travailler dans la mode, et comme mon père a vu ça il a fait genre de crise cardiaque, genre non, jamais de la vie. Ok, donc quand même t'avais cet attrait. J'avais quand même cet attrait. Tu me rassures parce que je me suis dit ok, si c'est la machine qui arrive chez elle et qui tombe, je me dis il y a toujours il y a quand même une appétence à quelque chose, j'avoue. Et du coup j'ai lancé une marque de prêt-à-porter. Parce que c'était en 2006, donc tu sais, les blogs venaient juste d'arriver, donc moi j'ai ouvert mon blog, ça a bien pris, j'ai réussi à avoir un stand où je vendais ma petite collection au printemps à Nation à Paris. Génial, ok. Et donc voilà, ça a duré un petit moment, mais sachant que... Alors moi, ce qui m'a toujours un peu rebuté dans la couture, c'est la prod. En tout cas, pas la prod pour moi, tu vois, genre me faire une pièce par jour, il n'y a aucun souci, mais genre faire 15 fois la même pièce... C'était pas pour toi. Okay. Mais j'ai gardé la marque pendant un petit moment, et après je me suis lancée dans les robes de mariée. Mais du coup la marque que tu tenais, c'était toi qui produisais tout? C'était moi qui produisais tout. Et c'est ça qui t'a amené un peu peut-être à
ça ne te convenait pas trop En fait, la robe de mariée, en vrai, je pense que j'aurais continué si les robes de mariée, c'était pas arrivé par hasard aussi. Ok, donc là, c'était un hasard. Ouais, c'était vraiment un hasard aussi. Et en gros, parce que pareil, moi, de mon côté, quand les femmes se marient, moi j'ai assisté à quasiment tous les mariages de mes tantes, oncles. Et genre, quand c'est un peu la petite blague avec mon mari, parce que souvent je lui dis, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, je veux pas me marier. Ouais, parce que franchement, le mariage, c'est en mode la robe est énorme et tout. Enfin, tu vois, moi, ma vision du mariage, c'était ça. Et genre, j'étais là, ah non, jamais de la vie. De nouveau, hyper traditionnel en mode. Et pas amené à un niveau qui te. Moi, j'imaginais pas qu'un mariage, ça pouvait être cool, en fait, tu vois, à l'époque. Et donc, moi, j'étais pas du tout prédestinée à faire des robes de mariée, parce que pour moi, une robe de mariée, c'était vraiment genre la robe meringue. Ouais, j'allais dire la meringue. Et en gros, j'ai fait une robe de mariée. Enfin, il y a une blogueuse que je suivais qui a publié un message sur Facebook et qui disait qu'elle allait commencer à chercher pour sa robe de mariée. Et je sais pas pourquoi, je lui ai envoyé un message en lui disant « Moi, si tu veux, je te fais ta robe. » Et elle m'a répondu « Ok. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, c'est chaud, parce qu'en vrai, s'il y avait une robe meringue, jamais je vais pouvoir lui faire. » en fait. Et là, t'avais pas encore fait de robe de mariée ? C'était en mode tu te lances. Et en fait, on s'est rencontrés, du coup, on a discuté, et je me suis rendu compte que ce qu'elle voulait, c'était un truc hyper cool. Et on est allé acheter les tissus ensemble, on a travaillé ensemble sur la construction de la robe et tout. Et j'ai adoré ça, et j'ai dit à mon mari, franchement, si c'est ça, faire une robe de mariée, moi, je vais faire ça toute ma vie, c'est trop bien. Parce que du coup, tu venais dans le côté production, mais lent, et d'une belle pièce, et pas répétitif, qui, toi, te parlait peut-être plus. Tu te retrouvais là-dedans, en fait. Ouais, complètement. Ok, et génial. Trop bien, tu vois, le process de créer et tout, et de faire un truc vraiment chouette, quoi. Tu vois, moi j'ai toujours fait des robes de mariée que je considère hyper cool, hyper modernes, tu vois, pour des filles des filles qui sont moins tradies que d'autres. Moi j'ai adoré faire ça, quoi. Franchement, c'était génial. Et d'ailleurs, j'ai même dit à mon mari, en fait, un mariage, ça peut être très cool, donc on va se marier. Et vous vous êtes mariés ? On s'est mariés. Oh waouh ! Avec une robe que t'as fait. Ouais, j'ai pas... Alors, on dit qu'une couturière doit pas coudre sa robe, mais moi, c'était pas possible que... Pourquoi on dit ça ? À ce qui paraît, ça porte malheur. Mais moi, tu sais, ça fait plus de 20 ans que je suis avec mon mari, donc... On dirait que ça porte pas trop malheur. Je me dis que... Bon, je touche du bois, quand même. Moi, j'allais dire, c'est un peu du bois, ou touche la tête, si jamais. Mais donc, en fait, cette première robe de mariée avec cette blogueuse... connue, qui t'a du coup donné un peu cette visibilité. Ouais, aussi. Il y a eu un échange. Et puis elle, en plus, à ce moment-là, pareil, elle a créé un blog de mariage. C'était un des tout premiers blogs mariage, aussi un peu cool, tu vois. Et c'est vrai que moi, ça m'a donné une belle visibilité. Le coup de pouce qui te montre, qui te met sur le marché, on va dire, du mariage. Et donc, c'est de là que les commandes sont arrivées. Ouais. Et là, t'as commencé à toutes les accepter en disant, ok, ça va être... en fait, là, comme les filles qui venaient passer beaucoup par cette blogueuse, ou par son blog, c'était forcément des filles qui avaient une vision du mariage qui était identique à la sienne et qui, du coup, correspondait aussi à ce que moi, je voulais faire, tu vois. Et donc, c'était trop chouette, quoi. Ouais. Ok, et donc, c'est génial, en fait, cette impulsion qui vient un peu sur ton chemin, que tu Oui, c'est ça. Surtout que moi, c'est un peu... ça, c'est l'histoire de ma vie. Moi, je ne vais rien chercher, j'attends que ça vienne. Mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Peut-être retenir ça dans le podcast. Mais c'est vrai, avoir confiance. Avoir confiance, prendre les opportunités. Là, t'as senti que cette fille, elle t'inspirait, que tu pouvais peut-être lui apporter quelque chose toi aussi, et ça a mis sur ton chemin tout à fait ce moment, en fait, ce passage de la création de robe de mariée. Mais c'est quand même hyper... moi, en fait, en tout cas, quand j'imagine la confection de robe de mariée, quand je me suis dit que tu faisais ça, je me suis dit, ok, elle a un parcours alors académique dans la couture, et en fait, pas. Tu as appris de nouveau sur le tas. Par passion. Ok, c'est génial. Et ça marchait. Et ça a marché, ouais. Et donc là, tu as plusieurs commandes. Voilà. Et du coup, ta propre marque se met un peu... Tu l'as mis un peu en retrait ? J'ai complètement arrêté. Ouais. Je me suis vraiment consacrée à 100% à la robe de mariée. Ok. Et puis, arrive un peu la fatigue de... Ouais, au bout de... Parce que j'ai fait ça pendant presque 10 ans quand même. Ah ouais. Et à la fin, ça devenait compliqué dans le sens où... en termes de santé mentale, ça devient lourd quand même, surtout quand t'as beaucoup de robes à faire tous les ans, sachant qu'encore une fois, je travaillais toute seule. À un moment donné, j'avais quand même une modéliste parce que je m'en sortais pas toute seule. Mais je sentais que je m'essoufflais quand même. Je sentais que... En plus, alors, moi, je suis quelqu'un qui... D'ailleurs, c'est un peu contradictoire parce que j'ai quand même fait des robes pendant 10 ans. Mais le truc, c'est que c'était jamais la même robe. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai tenu toutes ces années. Parce que moi, je me fatigue très vite.
Je sais pas si j'ai un syndrome, je ne sais pas, tu sais, ce dont on parle beaucoup là, voilà. Mais en tout cas, je me fatigue très très vite, je vais vite me lasser de... Moi, je suis incapable de faire un seul truc en même temps. Ouais. C'est un gros sujet d'ailleurs avec mon mari, parce qu'il me dit, mais... à un moment donné, il faut choisir. Et je lui dis, mais je suis incapable de choisir, quoi. Tu te lasses vite, ouais. Tu ne trouves plus l'intérêt, tu ne trouves plus si je fais trop de choses, si je fais trop quelque chose répétitivement sur un long terme, ça va vite me fatiguer. Il faut, moi, j'ai besoin de nourrir... je pense qu'on a un peu pareil. De toute façon, je pense que les créatifs, c'est un peu ça, tu vois. Mais oui, mais moi, j'ai trop besoin de me nourrir de plein de trucs et j'ai toujours envie d'apprendre plein de trucs. J'ai toujours envie d'expérimenter plein de trucs. Exactement. Et quand tu fais quelque chose, tu te dis, en fait, je peux encore faire autre chose, et peut-être aller plus loin, etc. Ouais, et en même temps, c'est hyper bien, je pense, parce que c'est ça qui te permet d'évoluer. Et là où t'en es, du coup, t'as un vrai couteau suisse et c'est une vraie force. Et en même temps, je peux comprendre que des fois, c'est une question un peu problème, en mode, qui je suis, qu'est-ce que je fais vraiment bien, c'est ça. Où je vais, et comme tu dis, il y a la fatigue, en fait, tu te lasses, mais c'est aussi une fatigue, je trouve, morale, mentale, par rapport aussi à la société, de dire toujours, toi, tu fais quoi ? Ah, il y a ça, mais t'es formée là-dedans ? Non, je me suis formée toute seule. En plus, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Exact. Ouais, c'est pas toujours évident à vivre, mais pareil, je suis arrivée à un moment de ma vie où... Tu l'assumes. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Tu l'embrasses et tu le laisses arriver, et en même temps... De toute façon, tu vois, 48 ans, je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour que ça change. Je pense qu'il faut, en l'acceptant, ce que tu fais, c'est là que plein d'opportunités s'offrent à toi, et donc je pense que c'est, au final, t'es allez, on va dire que tu es un symbole de réussite, du coup, dans cette mentalité-là. C'est que tu n'es pas perdu, que tu ne t'es pas lassé. C'est un peu... En fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est juste mon mode de fonctionner. Je peux pas aller contre ça, quoi. Et accepter, je pense que c'est le moteur qui nous amène le plus loin. Tout à fait. Quand tu luttes tout le temps... ça te fatigue, comme tu disais tout à l'heure. C'est fatigant aussi. Et tu essaies de prouver peut-être autre chose que tu n'es pas, donc tu as des blocages. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose qui ne t'est pas destiné, ça marche pas. Mais c'est trop ça. T'as complètement mis le doigt dessus. Mais tant mieux, mais ça me rassure. C'est hyper intéressant de discuter de ça avec une personne comme toi. Parce que on voit, en fait, sur les réseaux sociaux, on voit les choses, mais on sait pas, on les comprend pas. Puis ça reflète pas ce que je dis toujours aux gens, genre Instagram, c'est genre 10% de ma vie, en fait. Je vous montre juste que là où je suis au meilleur, et c'est normal, je vais pas me montrer avachie sur mon canapé en jogging. Quel est l'intérêt ? Mais je le dis quand même. C'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, que t'abordes, que t'oses aborder en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai pas fait ce que je devais faire, je suis fatiguée, c'était pas facile, et pas pour une raison précise qui prouve à tout le monde, ah oui, c'est vrai que c'était pas facile, c'est à l'intérieur. Non, c'est juste, c'est comme ça, tu vois. Avant, je sais que, pareil, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça, et encore une fois, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié au créatif, tu vois, où genre je me dis, bon, aujourd'hui, je vais faire ça, et je suis fatiguée, mais je me dis, non, mais je me suis dit que j'ai fait faire ça, alors je le fais, alors que maintenant, en fait... si je suis fatiguée, tu vois, si j'ai envie de me reposer et de faire une sieste, je le fais, quoi. De toute façon, je serai pas dans les bonnes dispositions si je me force à le faire. Donc voilà, je me repose. De toute façon, je ne sauve pas des vies. Tout le temps. C'est ce que je dis tout le temps à mes copines. Quand on est stressé ou qu'on stresse pour des choses ou qu'elles sont dans des agences et qu'elles sont stressées et qu'elles ont des charges de travail, je dis, à la fin de la journée, on sauve pas des vies. Si on n'arrive pas à faire en l'occurrence, un travail en communication, c'est ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Et l'important, c'est d'être bien, parce que je pense qu'au plus t'es bien, au mieux tu crées et au mieux ton travail est reçu. Et donc, pour en revenir à ton parcours, il y a les robes de mariée, il y a la lassitude des robes de mariée, le confinement. Ensuite, après le confinement, du coup, une grosse période de doute qui a duré quand même presque 2 ans, je pense, où moi, le confinement où tous les gens étaient en mode pump it up, vas-y, j'utilise cette période pour sortir le meilleur de moi-même, moi j'étais dans un trou, franchement. C'était hyper dur pour toi. Moi c'était hyper compliqué. J'ai quand même essayé de faire des lives sur Instagram et tout, mais franchement c'était pas pour... Surtout que, en fait, je m'interrogeais beaucoup sur la suite. Alors moi j'ai la chance parce que j'ai mon mari et lui il était là pour il a été pour m'épauler, et c'est lui qui a subvenu à nos besoins quasiment pendant cette période-là, mais moi je me demandais vraiment ce que j'allais faire, je voulais plus faire des robes de mariée, mais je me disais peut-être qu'il faut que je les fasse. J'avais un atelier à Paris et c'était compliqué parce que comme je faisais plus de robes de mariée, je pouvais pas payer mon loyer, mais j'avais pas envie de lâcher cet atelier parce que pareil,
je trouvais ça tellement cool d'avoir un atelier à Paris, de me dire t'es arrivé à faire ça, c'est trop bien, non, il faut pas que tu lâches ton atelier. J'essaie de trouver des solutions pour essayer de le faire vivre et ça fonctionnait pas. Et en fait, ouais, pendant 2 ans, c'était vraiment une période où je savais pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et ça a été très compliqué. Cette période, ça a été très, très compliqué. Et au final, j'ai réussi à rebondir. Parce que du coup, il y a cette éditrice qui m'a contactée par rapport au livre. Et ça a été un peu la petite lumière au bout du tunnel, parce que c'est un peu ça aussi qui m'a redonné l'impulsion pour faire des choses. Et je me suis remise à faire du prêt-à-porter, mais d'une façon différente, du coup. C'est là où est arrivé l'upcycling. Parce que avant... alors moi, j'ai toujours été très... mais c'était pas vraiment à cause de l'écologie ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai toujours adoré la sape, donc j'allais en friperie. Parce que... les friperies, d'ailleurs, c'est tellement bien dans le temps. Donc j'y allais souvent, et c'était aussi parce que je trouvais des choses que je trouvais pas en magasin, mais j'étais quand même assez une bonne consommatrice de fast fashion aussi quand même. Et est-ce que les fripes, du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent ça, que maintenant il y a le côté écologique beaucoup mis en avant, mais qu'au final les fripes de base offrent aussi une façon de trouver des pièces uniques. Ouais. Moi, c'était surtout ça. D'ailleurs, j'ai trouvé un trench Burberry, il y a donc presque 20 ans, un trench Burberry chez Emmaüs que j'ai payé 10 €. Et c'est trop ma pièce. C'est ta pièce. Je le mets même pas souvent, hein, genre il est là dans le placard, et des fois je le sors, mais... Jour de fête. Voilà, il faut pas l'abîmer, faut pas... Mais c'était surtout ça, en fait. C'était... moi, j'adorais ça, tu vois, aller en fripe, fouiller. Ah ouais, j'adorais ça. Et puis, je trouvais ça tellement... tu trouvais vraiment des pièces incroyables, tu vois, parce que tu récupérais des trucs des mamies et tout. C'était trop génial, quoi. Bon, je consommais aussi des marques... fast fashion. Pas top, mais j'avais pas encore conscience à ce moment-là que c'était pas... que c'était pas bien. Je veux pas flageller les gens qui le font. Mais en tout cas, voilà, pour moi, j'en suis arrivée aujourd'hui à la conclusion que c'était pas forcément ce qu'il me fallait. Ça ne correspond pas à ta consommation de mode. Et puis en plus, moi, je me fais beaucoup de vêtements. Du coup, je continue quand même à aller beaucoup en fripe. Donc, donc j'ai pas besoin. Et puis, il y a aussi ce côté... tu vois, le fait de te retrouver dans un endroit et te dire potentiellement tu peux croiser une meuf qui a les mêmes habits que toi. C'est la pure sensation. C'est pas ouf, quoi. Donc... c'est la pure sensation. Je me souviens, j'ai le même que toi. Genre, tu vois ça, elle l'a acheté là. Et oui, j'ai le même, on a fait le même prix, et voilà. Et directement, ça enlève une petite valeur aux vêtements que quelqu'un a exactement tu vois, c'est ça le... Déjà, tu vois, quand tu fais tes vêtements, la satisfaction... Non, mais ça, c'est... Tu vois, quand quelqu'un vient te voir et te dit « Ah, j'adore ton truc, tu l'as acheté où ?» Et moi, c'est moi qui l'ai fait. La meilleure sensation du monde. Il y a rien à photo. C'est trop bien, ouais. C'est vraiment une bonne sensation. Et du coup, c'est via le livre que t'es venue dans l'upcycling, ou c'est... Non, je le faisais avant, parce que en fait, à un moment donné, pendant le confinement, toute la durée du Covid, j'ai lancé justement des petits drops, et ça a plutôt bien marché. Mais du coup, moi, j'ai trouvé la solution de vendre mes pièces sur commande, parce que déjà, du coup, comme ça, t'as pas de stock et tu produis que ce que tu dois produire. Mais par contre, j'ai quand même beaucoup de commandes, et pareil, je me suis laissée... En fait, tu vois, c'est cette période 2020-2022 où du coup, tu vois, là, j'étais hyper contente d'avoir des commandes, mais en même temps, j'étais hyper angoissée à me dire « Ah, il faut que je produise tout ça ». C'est hyper contradictoire, mais il y a certaines clientes d'ailleurs que j'ai déçues, et j'en suis désolée, mais c'était vraiment que psychologiquement, j'étais vraiment pas bien, en fait. Ouais, j'étais vraiment pas bien. Genre, me lever et aller derrière ma machine et coudre,
je pense qu'il y a qu'à ce moment-là de ma vie où pour moi coudre c'était une épreuve, mais c'était vraiment pas une solution, c'était une douleur. moi quand je couds pour moi je me fais hyper plaisir, mais là à ce moment-là c'était vraiment difficile. C'était pas ça. Ouais. Mais parce que j'étais pas bien dans ma tête. C'est ça, et peut-être que l'accumulation de la production de robes de mariée, à un moment où t'arrives, tu ne peux plus faire des commandes, le stress financier arrive. Donc tu essaies de te reconnecter à une passion, mais d'une manière peut-être je pense que c'était pas la bonne solution, mais en même temps pareil, je l'accueille aussi parce que je me suis lancée dans l'upcycling et j'ai adoré ça, et c'était tellement lié avec ma passion pour la fripe, tout ça, donc c'était une évidence du coup. Ouais, finalement, tu vois, c'est arrivé, je sais même plus comment c'est arrivé. Peut-être j'ai vu passer quelque chose sur Instagram qui m'a inspirée, ou peut-être juste je me suis dit mais en fait si je me souviens, mais ça c'est trop marrant parce que genre j'étais dans mon lit, il était genre je sais pas, il devait être genre 1h du matin et je traînais sur Vinted et j'ai vu une couette fleurie et j'ai fait ça, ce serait trop bien pour un manteau, et j'ai acheté la couette, et c'est comme ça que ça a commencé. Ok, t'as vu en fait une matière première sur Vinted. Je me suis dit ça ce serait trop stylé. Tu t'es projetée avec tes yeux de créative dans ce tissu. Carrément. Ok, génial. Et donc c'est de là que t'as commencé en fait tes créations avec des tissus que t'as chinés. Ouais, c'est vraiment là que l'upcycling a commencé, parce que du coup quand j'ai fait cette veste, je l'ai postée sur Instagram et elle a reçu vraiment un accueil hyper chaleureux. Tout le monde m'a dit je veux la même, et j'ai dit impossible. Et en plus celle-là c'est la mienne, je la vends pas. Mais du coup je me suis dit je pourrais chiner des couettes, des dessus de lit, et faire des vestes, et c'est comme ça que l'upcycling a commencé. Ok, génial. Voilà. Dans cette idée du coup de proposer tes pièces à la demande. Ouais, complètement. Et puis des pièces uniques aussi. Voilà. Okay. Et pareil, tu vois, par exemple pour les vestes que je faisais, c'est genre je trouvais 3 dessus de lit, je faisais 3 vestes et je les vendais, puis voilà, elles sont là, vous les achetez, quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà. Et ça du coup, c'est le moment où tu étais perdue, mais est-ce que ça t'a quand même ça a été comme une transition, tu vois, c'était entre c'était pendant le Covid, mais le livre était pas encore tout à fait là, mais j'avais quand même trouvé cette joie de faire des trucs upcyclés, mais j'étais pas en mode... En fait, ce qui était bien, c'est que c'était slow, tu vois, parce que j'étais pas en stress en me disant... Contrairement aux petits drops que je lançais, où là j'achetais du tissu, où je me disais si j'ai 15 commandes, je peux faire 15 pièces. Là c'était vraiment, j'ai fait mes 3 manteaux et puis je les mets, et puis voilà. Enfin tu vois, j'avais pas derrière la pression de me dire bon vas-y, faut monter tes 15 pièces, prends-toi par la main, fais-le. En fait t'étais peut-être arrivée au bout un peu de la commande, t'étais plus arrivée dans maintenant j'ai fait ça, si vous le voulez, il est là, et il est comme ça, exactement. Et c'est pas tu veux une manche plus longue, tu veux un truc, non, j'ai conçu la pièce de A à Z comme je le voulais, et si vous les voulez, elles sont là. C'était peut-être un soulagement, c'était plus facile, je trouve, plus confortable, moins de pression. Mais c'est normal, parce qu'en fait c'est trop chouette de se dire je vais mettre à la précommande, et après t'as plein de commandes, mais en fait après il faut les faire. Et ça c'est pas toujours drôle, parce que c'est une pression de servir de proposer, d'amener un produit bien fait, bien fini, y a pas trop de droit à l'erreur, alors que quand tu proposes une pièce déjà faite, elle est faite, elle est finie, et puis, tu la montres quand toi t'es prête. C'est ça, et puis franchement c'est hyper facile, tu vois, genre on te la commande, tu la plies, tu la mets dans une boîte et tu l'envoies. T'as pas cette psychologie de te dire donc là il faut que je coupe, faut que ce soit bien fait. Voilà. Si tu rates, faut que je monte, faut que... La taille différente, ok. Donc ça t'allait mieux de faire tes propres drops, enfin tes propres pièces que tu droppais plutôt que les commandes. Et donc ce livre est venu un peu à ce moment-là. C'est ça. Parce qu'une éditrice t'avait vu sur les réseaux. Sur Instagram, elle me suivait sur Instagram, et du coup elle m'a contactée. Et ça a été trop chouette ce livre. Alors c'est du taf, franchement, je vais pas te le cacher, et c'est pas ça qui va me rendre millionnaire. On allait venir à la question peut-être. Mais en tout cas, moi, ça a été une belle expérience. Franchement, j'ai adoré. Et puis, c'est toujours un bon moyen de... Encore une fois, on en revient au syndrome de l'imposteur, donc de se sentir un peu plus crédible. Même quand tu veux démarcher des marques, du coup, en disant, j'ai écrit 2 livres, tu vois, t'as quand même un support. Bien sûr. Et puis le premier livre, il est incroyable. Enfin, je le dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est vrai, il est incroyable. Mais vraiment, il est trop beau, il est rose. Enfin, c'est moi, quoi. Peut-être que tu peux expliquer, donner les titres des livres et ce qu'il y a dedans pour les interlocuteurs. Alors, le premier, il s'appelle La garde-robe de Violette Tannenbaum. Et franchement, c'est
trop des pièces qui me ressemblent. Enfin, vraiment, ce livre, c'est moi, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il est hyper beau, il est hyper agréable. Franchement, quand j'ai eu la couve... En plus, c'est moi qui ai pris les photos. Oh Aussi, je suis fière. Ça se sent, avec les modèles différemment habillés, enfin, c'est trop... Non, c'était trop chouette. Et dans le livre, du coup, il y a une section qui est faire des vêtements par rapport à des vêtements que tu as déjà dans ton... La transformation. Voilà, avec des vêtements. Enfin, plutôt même genre un peu du patronage, tu vois. Reproduire des vêtements plutôt, par exemple. T'as une section où t'as des patrons, du coup, que moi j'ai fait, et t'as la section upcycling. Et ça aussi, c'était trop chouette, parce que du coup, je suis allée chiner Ouais, c'est hyper bien fait. Pour proposer des pièces. Et le deuxième, c'est des petits hauts, je crois. C'est ça. Je te le dis, parce que je l'ai fait. Oui. Et du coup, c'est une sélection. Ouais, j'ai proposé... Alors, c'est pas de l'upcycling en soi. Enfin, en tout cas, c'est pas présenté comme tel dans le livre. Mais encore une fois, mis à part le fait qu'on avait un partenaire pour les tissus, il y a aussi pas mal de tissus que moi, j'ai chiné. Enfin, genre, il y a un top que j'ai fait avec une nappe. Ce genre mais ça se voit. Enfin, on voit un peu les motifs, etc. Et donc... Qu'est-ce que j'allais dire là-dedans ? C'est que oui, dans les petits hauts, il y a 10 modèles. Ouais. Et c'est hyper accessible. Ouais, parce que c'est vraiment pour les débutantes. Ouais. Débutantes. Et dans l'autre, il y en a 18. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et là, on a robe. Et du coup, t'as des trucs hyper simples jusqu'à des trucs un peu plus compliqués, mais a priori... Mais c'est génial d'avoir un livre couture et upcycling. Et c'est ça qui m'a vraiment étonnée, parce que je disais du coup à Violette quand elle est arrivée qu'après l'avoir rencontrée et quand j'ai reçu un livre un peu de couture un peu éclaté de mon père pour Noël, merci papa quand même, je souligne vraiment et je soutiens l'initiative, mais c'était un livre de couture hyper traditionnel et donc j'ai été les changer dans une librairie à Bruxelles pour d'autres livres qui me parlaient plus, parce que c'était vraiment très tradi quoi, genre comment coudre un col, quelles sont les différentes appellations des cols, les manches, enfin bref. Et je suis tombée sur les 2 livres de Violette. Et ben déjà, comme je connaissais Violette, ça m'a parlé. Les couvertures sont hyper... elles t'appellent, quoi. Elles t'appellent, c'est coloré, c'est beau. Et c'était le premier livre où je voyais vraiment les transformations d'upcycling. On voyait vraiment un pull. Et puis, quelles étapes... Enfin, comment faire, en fait, étape en étape, photographier pour transformer. Et ça, moi, ça m'a vraiment appelée parce que je me suis dit, j'ai l'impression que l'upcycling est réservé à un groupe de personnes très actives sur les réseaux sociaux ou très digital, que ce soit sur YouTube, etc. Et je trouvais que là, c'était hyper bien, que ce soit même pour des enfants ou des personnes plus âgées, d'avoir ce contenu en fait livre. T'as complètement raison. Ouais. Et donc, ces 2 livres sont vraiment géniaux. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et ils sont hyper pédagogiques, je trouve. Genre, c'était important pour moi de... Enfin, tu vois, moi, j'ai appris toute seule. Et du coup, je trouve que quand j'ai commencé à coudre, je disais tout le temps à mes potes, genre, non, mais si une vraie couturière, tu vois, encore syndrome de l'imposteur, si une vraie couturière, elle voit ce que je fais, genre, je suis sûre qu'elle s'arrache les cheveux. Mais après, je suis arrivée à la conclusion que, en vrai, la couture, enfin, moi, je trouve que en tout cas, pour moi, c'est assez intuitif. Et évidemment, il y a certaines règles que tu es obligé de respecter, mais en vrai, tu peux arriver à adapter les choses à ta sauce, quoi. À ton niveau, à tes capacités. Voilà. Exactement, et qu'en vrai de vrai, tout est possible. Enfin, vraiment, tu peux tout avec de la pratique quand même. Oui. Ma fille, elle essaye, mais elle arrive... Enfin, genre, elle a pas du tout de patience, donc elle est en mode... non. Enfin, elle se fait quand même une pièce par an. Quand même mais c'est chaud quand même. Et peut-être il faut peut-être plus des qualités que des compétences. Enfin, des qualités. Je vais dans des traits de caractère. Et puis, par exemple, moi, c'est une passion, donc tu vois, c'est pas... Mais j'avoue, oui, des fois, quand je me dis, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je coupe mon tissu, genre, je suis en mode, ouais, je vais le faire plus tard. mais par exemple, en tout cas, à contrario, la dernière fois, je voulais absolument un pantalon taille élastique, enfin, je voulais un ensemble, je crois même, et genre, quand je me suis mis un truc dans la tête, c'est... très compliqué de me l'enlever, et genre en une journée j'avais fait mon ensemble, tu vois, parce que genre j'étais trop saucée en me disant non mais il va être trop beau, demain je le mets, enfin tu vois, mais juste ça me galvanise en fait, ça te booste, ça te donne du vrai, en fait ça te procure un vrai bien-être, et je pense que quand des choses te procurent du bien-être,
tu vas tout mettre en place pour les faire et ça va très vite. Je me demande s'il n'y a pas genre un shot d'endorphine quand tu... À mon avis, et tu vois pas le temps passer, t'es dans ton truc. Exact. Et j'expliquais à mon copain, c'est comme si t'es en transe un peu. Et t'as une idée et tu veux la faire et vite, même si t'as d'autres trucs à faire, non, faut faire l'idée. Trop focus dessus. Bah, on est pareil. Voilà, et ça t'anime. À tel point, tu vois, que mon mari, des fois, je suis en train de faire mes trucs, genre je couche, tu vois, et il me parle, il me dit, mais réponds-moi. Je lui dis, mais tu vois pas là que... Je suis en pleine production, je suis en transe totale. Tu peux parler en même temps. Non, en fait. Laisse-moi dans mon truc. Exactement. Une bulle immersive. Exactement. Et du coup, c'est génial parce que tu as pu alors avoir cette opportunité de créer ces 2 livres. C'est comme tu dis, ça vient quand même à rendre ton talent, ton expertise hyper tangible. Oui, tout à fait. Ouais. Ça rend la chose hyper vraie. Ça peut aussi, comme tu dis, venir intéresser d'autres projets. Ça donne de nouveau, ça donne à chaque fois, ça élargit ta carte de visite. Voilà, ouais, complètement. Et ben justement, c'est ça qui m'a donné l'idée de lancer les masterclass derrière. Et ça, pareil, c'était trop bien parce que ça a pris hyper vite. J'ai eu beaucoup de participantes. La première année, c'était très cool. Après, alors forcément, la situation économique, la guerre ont fait que ça s'est un peu ralenti. Et pareil, je me suis posé quand même pas mal de questions par rapport à ça. J'avais aussi pris l'initiative de faire des ateliers à Marseille et ça, enfin, c'est pas que ça a pas pris, mais je pense que j'aurais eu besoin de plus de temps pour le faire. Mais à un moment donné, pareil, tu vois, je me dis, bon, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, j'ai tenté. Moi, ça m'a donné l'opportunité de descendre à Marseille quasiment une fois par mois entre octobre de l'année dernière jusqu'à janvier. Donc ça, c'était très cool aussi. Pour passer l'hiver, ça a été... C'est sympa, Marseille. Ouais. Et en quoi ça consiste, du coup? Parce que moi, je vois bien ce que c'est. C'est les House of Violet. Ouais, c'est ça. Ouais. Et peut-être tu peux expliquer un peu. Alors, la House of Violet, c'était... moi, je voulais initier un concept un peu cool. Enfin, j'aime bien que tout ce que je fais soit cool. Donc, voilà. Et t'as bien raison. Qui veut faire des trucs chiants? Voilà, c'est ça. Enfin, quitte à faire des trucs, autant s'éclater. Mais bien sûr. Et du coup, le concept, c'était de coudre une pièce sur une journée. Parce que pareil, je me disais que c'était quand même plus cool que tu puisses partir avec ta pièce finie. Parce que en gros, quand c'est pas ton métier ou ta passion, en vrai, quand tu vas dans un atelier, ton truc, si tu le finis pas, tu le laisses dans un coin de chez toi et tu le finis jamais. Et l'idée, c'était aussi d'avoir justement, sur la pause déj, d'avoir un déjeuner avec toutes les participantes pour échanger, pour créer des liens. Et... Il y a des déjeuners qui ont l'air bien sympas à chaque fois. Hein. C'est pas des sandwichs, c'est à chaque fois avec une chef. Ouais, c'était ça. Et ouais, non, c'était vraiment très cool. Et puis, c'était un peu nouveau comme concept, donc c'était pas mal. Après, le sujet, c'était encore une fois la question du budget, parce que forcément, quand tu proposes aux gens cette prestation... forcément ça a un coût et du coup c'était compliqué de tirer les tarifs vers le bas. Et après je me suis posé la question de les faire sur des plus courtes durées, proposer des pièces plus faciles à faire, mais en vrai franchement proposer un énième atelier où tu fabriques un tote bag, moi ça m'intéressait pas, quoi. Exactement, et je te comprends à 100% parce qu'à Bruxelles j'anime des ateliers. J'ai dit ça. Voilà. Et le plus dur, c'est que tout le monde veut coudre, mais tout le monde veut que ce soit rapide, sympa, accessible et repartir avec quelque chose. Et on fait vite, je trouve, face aux thèmes toujours hyper récurrents, que même moi j'ai un peu, je veux plus les bobs, les bananes. Et t'as envie d'innover parce que t'as envie que les gens puissent découvrir d'autres choses. Et en même temps, la plupart des gens sont débutants. Si tu sais déjà coudre, en général, tu le fais de ton côté sans débloquer un budget énorme. Donc comment arriver avec une pièce qui peut se faire sur un temps pas trop long, que le moment soit agréable, qu'on apprenne quelque chose, que ça ne devienne pas non plus dans les enfers, parce que ça peut vite durer très longtemps. Et donc je comprends trop que je trouve que ton contexte, ton concept de journée est génial, mais comment on arrive à garder aussi des gens toute une journée et les faire venir en disant voilà, on propose une activité, ça dure toute la journée, donc il faut quand même que sur le week-end il y ait ce soit bloqué, et le budget. Parce que si toi t'es là toute une journée, tu peux pas te demander le prix pour un atelier de 3 heures. Voilà, c'est ça. Et en gros, du coup, ça a été devenu de plus en plus compliqué de booker des gens. Et comme tu disais, en plus, très, très justement, c'est qu'en vrai de vrai,
quand tu sais coudre, tu t'inscris pas à un atelier, en fait, à moins de faire une pièce incroyable. Une pièce vraiment de Violette que toi t'as conçue et que tu vas vraiment venir transmettre. Ouais. Parce que le patron est pas en ligne, etc. Mais sinon, non. Et donc, je pense que j'ai un peu été jusqu'à la limite du truc. Après, je m'interdis pas de le reprendre un jour ou l'autre, mais bon, je t'en parlerai plus tard. Mais il y a d'autres choses dans ma tête en ce moment qui font que de toute façon, c'est pas vraiment ma priorité. D'accord. Et du coup, là, les House of Violet, elles sont plutôt en stand-by. Ok. Après, moi, je continue quand même de créer. Et je pense que j'avais fait quelques drops de manteaux en début d'année, je crois en mars, avril. Après, là, comme j'ai trouvé l'activité de community management qui fait que je peux payer mes factures, mon loyer, sans pas dire à mon mari, désolé, mais ce mois-ci, c'est chaud. Donc, pour l'instant, j'en profite. Un confort qui est amplement compréhensible. Parfois, c'est pas... Parce que le truc, c'est que... lui, il l'a fait de bonne grâce, hein, de tout gérer quand moi, je pouvais pas, mais c'est quand même compliqué de se retrouver dans cette situation, même sans le fait que lui te reproche rien, mais même par rapport à toi, te retrouver dans une situation où tu n'as aucune dépendance financière. Indépendance financière, pardon, c'est trop compliqué. Et on va pas se leurrer, je pense que beaucoup de gens font l'amalgame, mais c'est pas parce que tu es créative que du coup tu t'en fous de ne pas gagner de l'argent, que ce que tu fais peut être vendu. Ou même les gens, ils ont l'impression que genre tu postes sur les réseaux, ils ont l'impression que tu gagnes des milliers d'euros par mois. Enfin, c'est pas du tout ça en fait, les gars. Il y a des mois il y a des mois où je pouvais pas payer mon loyer, quoi. Donc, et c'est ok de des fois peut-être délaisser la partie création, marque, qui en fait vend du rêve, qui rend la chose hyper sexy. Oui, je suis créatrice, j'ai ma marque et tout, mais dans la réalité, est-ce que là actuellement, et je pense qu'il y a des périodes, est-ce que là ça me soulage aussi de me dire financièrement j'y arrive, ou est-ce que ça m'apporte plus de stress que de bonheur? Et puis après, moi, dans l'activité de community management que j'ai actuellement, il y a quand même le côté créatif, parce que c'est moi qui leur fournis les contenus, et du coup j'ai en plus carte blanche quasi pour les créer. Et donc du coup il y a quand même ce côté créatif qui me plaît vachement, tu vois, parce que tu sais, pour moi, hein, je shoot des éditos, je fais de la DA, donc ça rejoint de toute façon un peu tout ce que j'aime faire. Ça te rend heureuse. Ouais, carrément. Et c'est ça, et peut-être qu'il y a un moment tu reprendras plus la couture ou les masters. Mais je couds toujours beaucoup, hein. Tu couds pour toi plus alors? En ce moment je couds beaucoup pour moi. C'est pas, créer, c'est impossible que j'arrête. J'aime trop ça, tu vois. Tout à l'heure, j'ai quitté mon mari, j'étais avec mon mari parce qu'on avait rendez-vous ce matin ensemble. Et quand je suis partie, je dis moi je vais chercher des trucs pour coudre. Et il me dit mais t'as fait un truc le week-end dernier? Je dis ouais, mais j'ai un truc dans la tête. Donc faut pas que tu m'arrêtes là, sinon je vais me transformer en une. En vrai, il a complètement raison, parce que même ce mois-ci, j'ai quand même cousu pas mal de pièces pour moi. Et après, je suis là, mais c'est trop, même pour moi. Mais le fait d'ailleurs, je me suis même dit que j'allais faire peut-être une espèce de vente d'archives. J'allais dire un déstockage. Trop de trucs. Pourquoi pas. Mais en même temps, je suis tellement attachée à mes trucs. Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est l'ambivalence de se dire... tu sais, t'as pas envie, c'est un peu comme tes bébés, genre tu veux pas les voir sûr. partir, mais bon, en même temps... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant? Mais tellement pas. Mais c'est ça, et en fait je pense que ce qui est compliqué, c'est que là actuellement le modèle un peu économique fait que t'aimes bien créer, tu crées pour toi, tu peux créer pour les autres, comme ça tu ne stockes pas trop et tu te fais des sous. Et en même temps, quand tu commences à créer pour les autres, est-ce que ça te rend vraiment heureuse comme quand tu crées pour toi? C'est un peu c'est un peu bizarre, et en même temps pareil, tu vois, en fait le truc, c'est que c'est comme le fait finalement d'acheter beaucoup de vêtements, c'est-à-dire qu'en coudre beaucoup, c'est pas non plus l'idéal, tu vois. Mais moi, c'est vraiment parce que c'est même pas je les couds, parce qu'il y en a même, vraiment je les couds juste parce que je me dis ouais, ça va être trop beau, et c'est même pas je vais le mettre, tu vois, c'est vraiment genre j'ai un truc dans la tête, je veux trop qu'il sorte de ma tête, voilà. Et au final je vais peut-être le mettre peut-être 2 fois, peut-être jamais, mais genre j'aurais trop eu la satisfaction d'avoir sorti le truc que j'avais dans la tête. Et donc c'est un peu ambivalent, parce que je me dis ouais, mais en même temps tu couds, et en fait pourquoi pas, parce que juste tu produis, mais
En même temps, ça t'amène des possibilités et plein d'options que tu as eu aujourd'hui, tu vois. Oui. Ton Non, livre... tu sais, c'est un peu mon excuse, hein, parce que quand mon mari me dit mais tu fais encore un truc, et je dis ouais mais comme ça me fait du contenu. Mais il n'y a rien à faire, justement, quand tu disais, t'as ton idée, tu l'as recherchée, t'as fait des recherches, tu trouves le tissu, tu commences à créer, et puis après t'as le résultat, et tu partages le résultat. Il y a des étapes comme ça où tu fais tout, mais en un jour ou en 2 secondes 50, t'as fait ça et t'es là, ah, ça c'était trop bien. Ok, pourquoi ça prévaut sur les autres trucs que tu dois faire sur ta to-do qui peuvent potentiellement aussi payer ton loyer, etc. Et donc c'est comment trouver là actuellement un modèle qui en fait peut-être n'est pas tout simplement traditionnel, encore une fois. C'est peut-être que ton quotidien il est composé de plein de choses différentes, des choses qui te rendent heureuse, des choses qui te rapportent des sous, des choses qui te font évoluer. Et c'est pas facile dans la société, je trouve, de créer ton propre quotidien. Mais peut-être que là, ton âme te dit que c'est ça. Oui, ben, honnêtement, ouais, pour l'instant, et ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, je suis hyper sereine. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer non plus, mais en tout cas, là, en ce moment, ouais, depuis quelques temps, je me sens alignée avec qui je dois être. Et du coup, je l'embrasse et on verra. C'est le plus important. Et puis, peut-être qu'il y aura de nouveau un moment où tu seras stressée, c'est ok, mais pour l'instant... Ouais, pour l'instant, je... Embrace it. C'est tellement important. Ouais. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement longtemps que c'était pas arrivé que je suis... Je suis heureuse pour toi. Alors. Merci. Parce que je sais à quel point ces situations... tout le monde dit toujours, mais c'est génial, tu fais ce que tu veux, t'es à ton compte, donc tu composes un peu de plein de choses. Et en même temps, c'est hyper anxiogène. C'est très anxiogène. Après, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, moi j'étais fonctionnaire pendant quelques années. Et ensuite j'ai démissionné. Mais pour rien au monde, je retournerai à cette vie-là, tu vois. Et c'est des sacrifices. Quand t'as quelqu'un en backup, c'est quand même plus facile, je vais pas le cacher. Mais je peux pas retourner à une vie de salarié, ça c'est vraiment pas possible. D'ailleurs, tu vois, cet hiver, justement quand j'étais un peu en mode les House of Violet ça marche plus trop, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me relance à faire des collections, etc. Je me suis dit bon écoute, pour au moins assurer ton loyer, essaye de chercher un taf alimentaire. Après tout il y a plein de gens qui le font, et moi d'ailleurs, quand j'ai quitté la fonction publique, j'ai dit que si jamais ça marchait pas, j'irais vendre des t-shirts à Zara et j'avais aucun problème avec ça. Aujourd'hui, je vais pas travailler chez Zara. C'est pas ce taf-là que je C'est hors de question. Enfin, franchement, je peux pas travailler chez Zara. Mais j'ai quand même cherché un taf de vendeuse, tu vois, en me disant, mi-temps, ça, au moins comme ça, je sais que tous les mois, je peux payer mon loyer. Après, le reste, c'est pas grave, mais au moins que j'assure ça. Et ton anxiété fait un break. Et voilà. Il y a un moment où tu fais ça et c'est facile. J'ai passé des entretiens et j'étais là, mais je me revois pas. Je me revois pas prendre tu vois, l'angoisse des transports le matin, travailler avec des gens aussi. Quand ça fait longtemps que t'as pas travaillé avec des gens, avoir des collègues, ça peut être compliqué aussi. Et honnêtement, le travail que tu fournis et ce qu'on te paye, ça aussi c'était problématique. Ouais, tu t'y retrouvais pas. Non. Et donc au final, pas ce job. Non, parce que vraiment, je me suis dit, c'est pas ce que je vaux. Enfin, sans prétention aucune, hein, mais vraiment, moi, je vaux pas ça, quoi. Et tu ne veux pas je donne, ce que je donne. Du coup, je me suis dit, non, je préfère... je vais trouver une autre solution, en fait. Mais c'est tellement important, parce que je pense que... Et c'est... Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai aussi l'impression, en tant que femme, on est vite à se dire, je vais prendre ça, parce que... ça marche pas trop et il faut que je fasse comme si pour être sécurisée. Et en fait, même si ça, je sens que c'est pas trop ce qui m'anime, je veux le faire sans vraiment... Parce qu'on se dit qu'on n'ose pas et que peut-être qu'on est destiné en fait pas vraiment à ce qui nous animait, la petite flamme. Et c'est tellement important. Enfin, je vois tellement de copines autour de moi qui se posent des questions et qui sont pas heureuses dans un modèle actuel et qui n'osent pas prendre ce pas-là. Et c'est ok, c'est aussi ok de pas le prendre maintenant. Mais c'est tellement ok aussi de s'écouter, de dire en fait là, c'est pas ce que je veux. Surtout que on est, comme tu disais tout à l'heure, la société dans laquelle on évolue, elle est pleine d'injonctions et de dictates et de il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et moi, pendant longtemps, moi j'ai grandi en étant... j'étais vraiment une petite fille très
tu sais, les très petites filles modèles, tu vois, genre je voulais faire plaisir à mes parents, donc je travaillais bien à l'école, j'avais des bonnes notes, ben tu vois, quand je voulais travailler dans la mode, mon père m'a dit non, j'ai dit bon bah ok. Tu te posais pas trop de questions. Ben parce que c'est comme ça qu'on m'avait élevée, tu vois, genre... Il n'y avait pas la place pour les questions. Faut être... c'est comme ça qu'il faut être et c'est pas autrement. Et j'ai eu ce déclic où je me suis dit... bah en fait moi je suis comme ça et c'est ok aussi en fait, et si ça plaît pas à tout le monde, ben tant pis finalement, parce que je peux pas m'imposer de faire des choses qui me plaisent pas juste pour faire plaisir à la société ou à telle ou telle personne en fait, parce que encore une fois moi je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai déjà passé le plus de temps que je devais passer sur terre, enfin tu vois, j'ai déjà passé la limite, donc le reste je voudrais que ce soit chill, aligné à toi-même. Et pas enfin je peux plus me forcer à faire des choses juste parce que c'est comme, enfin parce que c'est pas parce que c'est comme ça qu'on doit les faire, juste parce que quelqu'un a décrété que c'est comme ça qu'il fallait les faire. En fait à un moment donné tu vois, après encore une fois ben c'est chacun ok, voilà, et ok avec la façon dont il évolue. Moi je sais que c'est aussi quelque chose que j'ai inculqué à mes enfants. Faites ce que vous voulez en fait. Enfin, la vie est beaucoup trop courte pour se prendre la tête sur des... Enfin, par exemple, genre, c'est pas la peine... Enfin, il faut pas chercher à me faire plaisir en fait. C'est juste, moi, je vis pas votre vie. Donc, faites, voilà, faites vos choix et faites ce dont vous avez envie. Enfin, moi, jamais je leur dirais « Ah non, moi, ça me plaît pas trop ça. » Non, si t'as envie de le faire, fais-le. Puisque, en vrai, si tu le fais pas, en plus, avoir des regrets, c'est encore pire. Voir ton enfant qui évolue dans la mauvaise direction, juste peut-être... Aussi leur montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles, en fait. C'est, en vrai, on te dit qu'il n'y a qu'un chemin, mais c'est faux. Et le bon chemin, c'est le tien. Voilà. Et c'est pas celui à gauche, celui à droite, exactement. C'est pas celle d'autres personnes. Et c'est pas le mien, c'est pas celui que je veux que tu suives. Non, c'est suis ton chemin, fais ce que tu as envie. De toute façon, surtout aujourd'hui, tu vois, moi, à mon époque, c'est genre, tu choisissais ton métier quand t'étais en fin de lycée, on va dire. Et genre, c'était... En vrai, t'étais destinée à faire ça toute ta vie. Aujourd'hui, en tout cas, les personnes de l'âge de mes enfants ont conscience que dans une vie, tu peux avoir 1000 vies. Et ce serait bête de s'en priver, quoi. Mais tellement inspirant d'avoir, tu vois, des parents comme toi et du coup ton mari. J'imagine que vous êtes dans cette osmose quand même s'il a sûrement un autre travail. Plus cartésien, voilà, et il peut être plus cartésien, et au final tu l'es aussi, mais avec un autre esprit, un autre mindset, un autre mode de fonctionnement. C'est ça. Et tellement inspirant d'avoir des parents comme ça, parce que je pense que tu restes du coup très jeune et vieille, enfin tout ce que tu veux, en fait tu restes juste toi, une vieille jeune, et ouais, mais tu transmets ça à tes enfants dès leur plus jeune âge, et c'est tellement important. Nous souvent on a grandi et puis maintenant nos parents nous disent faites ce que vous voulez parce que moi je l'ai pas fait, et moi je me suis pas écoutée, et en fait j'ai fait le même boulot pendant 30 ans parce que c'était ça qu'il fallait faire à notre âge, et maintenant on est dans une société beaucoup plus quand même ouverte, même si il y a quelques petites failles. En fait, on nous invite à être ouverts, à suivre notre chemin, mais quand même, le modèle de fonctionnement ne nous aide pas trop. Donc, ça, une autre discussion. Et je trouve que c'est tellement inspirant que tu puisses transmettre ça à tes enfants, et qu'en fait, comme tu dis, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. C'est ça. Et c'est ton chemin, et écoute-toi. Et je pense que le plus dur, c'est s'écouter, pas avoir peur aussi des injonctions, des regards des autres, et d'être quand même dans une réalité économique. Parce que voilà. Ça. Ouais, tu vois, il faut quand même se rendre compte que pour vivre, il faut de l'argent quand même. Voilà, et c'est... Mais dans la mesure du possible, en tout cas, je leur dis d'essayer de... Enfin, déjà que c'est quand même pas le plus important. Enfin, c'est bien d'en avoir, mais c'est pas non plus... Enfin, t'as pas besoin non plus d'être billionnaire pour avoir une belle vie. Et que surtout, c'est hyper important de faire un truc qui te plaît. Parce que si tu fais ça toute ta vie, te lever le matin en me disant... moi, je me souviens, quand j'étais fonctionnaire, je me levais le matin et le dimanche soir, c'était toute une histoire, parce que j'allais me coucher genre à 2h du matin, tellement je voulais pas que la journée se finisse. Tu retardais à fond le moment. Oh, encore une semaine... tu vois, je trouve que c'est pas une vie, ça. Tu t'imagines tout le temps que tu perds. Mais exactement, 5 jours de ta semaine, les dédier à quelque chose qui ne te rend pas heureux. Alors, il y en a qui travaillent dans des boîtes où ils sont très heureux, et ça, il n'y a aucun souci. Bien sûr.
Mais la vie, moi je dis tout le temps, la vie elle est trop courte pour se faire chier. Non mais t'as complètement raison, enfin moi je plus sois. Non mais parce que sinon c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Et en plus j'ai l'impression que quand tu fais des boulots où tu gagnes beaucoup de sous pour compenser, parce que tu fais un travail où tu as beaucoup d'argent et tu dis je l'aime pas mais au moins je gagne beaucoup d'argent, ben en fait l'argent tu le dépenses encore plus parce que tu veux compenser des choses le week-end, le soir. Même en vrai, tu vois, du coup tu travailles 5 jours par semaine et du coup t'as que ton week-end où tu peux vraiment profiter, mais en fait t'as déjà bossé pendant 5 jours, donc le week-end t'arrives, t'es claqué, enfin... Mais après, encore une fois, je pense que de toute façon, il n'y a pas de modèle. Non, il n'y a pas de modèle. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé mon modèle et je sais que, tu vois, me dire que je peux aller enregistrer un podcast avec toi à 16h30 en pleine semaine parce que je suis indépendante, ça n'a pas de prix, quoi. Et honnêtement, je suis... Bon, il y a encore une fois mon mari derrière, donc ça aide, mais vraiment, quitte à, tu vois, gagner juste ce qu'il faut pour payer mon loyer, et puis peut-être des mois où je vais pas faire de resto, mais au moins, je peux faire je peux m'organiser comme je veux, tu vois, le matin, moi je me lève, je fais du sport, quand je bossais, je pouvais pas faire ça, parce qu'il fallait que je me prépare pour aller prendre mon train, pour venir travailler. Et pour toi, c'est important de faire ton sport le matin, ça, c'est vraiment, c'est mon truc, ouais. Ça te fait bien. Tu vois, voilà. Donc j'échange ça pour rien. Et je pense qu'on a souvent, on fait toujours un peu une erreur de se dire il faut avoir des sous pour pouvoir quand même vivre, et c'est vrai. Mais c'est aussi possible, je voulais en venir justement, d'avoir une vie des fois peut-être un peu plus simple. Ok, il n'y a pas la voiture de société, il n'y a pas tout le temps les paillettes. Mais tu es animé par quelque chose que t'aimes, donc est-ce que finalement c'est pas ça l'objectif de la vie? Pour moi en tout cas c'était ça. Voilà, et c'est de nouveau propre à chacun, et il y en a qui sont ok de suivre un autre chemin. Mais enfin en tout cas c'est hyper inspirant d'avoir ces discussions avec toi, parce que même moi encore là j'allais revenir de vacances. J'avoue, je me suis fait vraiment plaisir cet été, je suis beaucoup partie, j'avais besoin de faire un petit J'ai vu ça sur Insta. Voilà, mais j'avais besoin, mais parce que je montre pas sur Instagram que psychologiquement j'avais besoin de faire un break, parce qu'au niveau familial il y a eu des choses compliquées et ça on n'en parle pas, et j'avais besoin de faire cette pause, et que moi je vis beaucoup des ateliers pendant les vacances, il n'y a pas d'atelier, les gens sont en vacances, et les collaborations je peux me permettre de les gérer à distance. Et en fait là je vais revenir reprendre le train-train quotidien, qui n'est en fait jamais vraiment un train-train, et j'étais hyper stressée, et j'étais de nouveau en train de me dire, est-ce que je chercherais pas un mi-temps un peu alimentaire pour en fait me décharger de ce stress? Et en fait c'est hyper rassurant de me dire que toi aussi t'es passé par là, et en plus à chaque fois je me dis allez, peut-être regarde, passe des entretiens et peut-être que ça te déchargera. Et en fait j'étais là, mais pourquoi tu vas faire ça? Donne-toi les moyens pour l'instant, tu peux y arriver, t'as mis des sous de côté, donc tu peux te permettre aussi de payer ton loyer. Donne-toi à fond, parce que si après tu veux reprendre un boulot un peu plus tard pour être peut-être plus posé, tu le feras. Mais si là au fond de toi tu sens que tu peux encore y arriver, allez, essaye, quoi, tu vois, n'aie pas peur. Comme tu disais tout à l'heure, faut s'écouter, quoi. Voilà, mais c'est dur de pas avoir peur, de se dire voilà, tes copines elles font plus des 9-17 dans des structures. Parce que on a l'impression que la normalité aussi, c'est ça, c'est d'avoir des horaires de bureau, et que quand t'es indépendant, les gens ils ont un peu l'impression que tu sais, t'es en mode oui, mais toi ça va, tu travailles entre guillemets. Par exemple, pareil, quand mon mari arrive et qu'il me dit t'as pas fait à manger, oui, mais en fait moi j'étais peut-être à la maison toute la journée, mais je travaillais en fait. Mais bien sûr, j'étais peut-être à l'extérieur, moi j'étais là, mais j'étais en mode travail, tu vois. Enfin voilà, mais les gens ils ont vraiment ils ont vraiment un peu cette impression que genre c'est la fête. Ouais, t'es à la maison toute la journée, c'est la fête, non. Non, en fait, je travaillais, j'ai pas le temps totalement de me dire, j'ai passé l'aspirateur, je vais pouvoir à manger, non, il faut quand même travailler. Enfin bon, je vais essayer de regarder un peu mes petites questions pour un peu voir si je ne m'égare pas. On s'égare. Oui, mais c'est ça l'objectif du podcast, en fait, c'est qu'il amène dans des directions qui sont propres, en fait, à chaque personne. Et là, peut-être que c'était ce parcours, cette manière de se trouver, d'être un couteau suisse, et en fait arriver en fait à 47 ans et de l'assumer, d'être ce couteau suisse, et justement de le promouvoir et d'accepter les hauts et les bas. Et si tu devais donner un peu des conseils à des nouveaux créateurs ou entrepreneurs, en fait, ça peut être propre à chacun, ce serait quoi pour toi? Peut-être la Violette d'il y a 25 ans, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? J'aurais aimé qu'on me dise qu'il fallait que comme on disait tout à l'heure, en fait, qu'il fallait que je suive mon chemin, sans me préoccuper du chemin qu'on aurait voulu que je suive. Je sais pas si je suis claire.
encore une fois, je pense que il faut quand même se mettre en tête que c'est pas facile. Enfin, en vrai, on en chie, en vrai. Mais vraiment. Mais ça vaut le coup. Enfin, en tout cas, à mon sens, ça vaut le coup. Parce que moi, par exemple, je me dis que s'il y a une période de ma vie dont je suis fière, c'est celle-ci, tu vois. Enfin, vraiment, tu m'aurais dit, genre, il y a 15 ans, t'auras un taf créatif et genre, tu travailleras chez toi. Enfin, genre, j'aurais dit, non, c'est pas possible. Moi, mes parents, ils ont voulu que je sois fonctionnaire. Je suis fonctionnaire, c'est très bien. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment été élevée dans une optique de faut te marier, faut avoir 2 enfants, 5, faut avoir un pavillon, une voiture. Enfin, tu vois, la vie, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris que la vie devait être. Et je suis contente d'avoir dévié de cette voie. Et même si c'est pas facile, mais c'est vraiment une période, encore une fois, de ma vie dont je suis hyper fière. Et je pense qu'il faut, faut s'écouter, en fait. Il faut vraiment s'écouter et aussi s'entourer des bonnes personnes. C'est important parce que s'entourer de personnes qui comprennent vos problématiques, c'est important aussi. Bien s'entourer, s'écouter. Bien s'entourer, je trouve que c'est important. Et aussi de ne pas trop s'enfermer dans cette petite bulle solo. C'est bien de s'ouvrir aussi parfois. Sortez de votre caverne. Ouais, voilà. De temps en temps, c'est bien. Parce que moi, je suis très comme ça. Genre, je vais passer des jours et des jours chez moi sans voir personne et sans échanger avec personne. Mais c'est bien aussi. De toute façon, pareil, ça nourrit quand même la créativité de voir des gens, je sais pas, aller dans un espace de coworking si on fait un truc qui offre la possibilité de le faire, ou je sais pas, de monter un groupe de potes créatrices et de pouvoir échanger avec elles, parce que souvent quand tu as des problématiques, tu vois, tu en parles avec ton copain ou ton mari et il va pas forcément comprendre, et c'est pas parce qu'il fait exprès, c'est juste qu'il est pas dans le même cas de figure que toi, donc forcément voilà, pour eux c'est plus compliqué. Mais et puis jamais laisser mourir sa créativité, enfin ça c'est hyper important, je trouve. Toujours l'entretenir, toujours la laisser sortir. Exactement. Des fois d'une belle manière et des fois si c'est raté, c'est pas grave. Non, ça arrive, moi je rate plein de fois. Non, c'est pas. Voilà. Encore une fois, je le montre pas sur Instagram, mais il y a des fails. Il y a des fails. Je devrais faire un genre de bêtisier avec tous mes trucs, tu sais que j'ai jamais terminé. Vraiment. Ça, le tissu que tu achètes, je vais faire ça, qui est encore sur l'étagère depuis autant d'années. Peut-être un jour il aura ça, ce moment de gloire. Et du coup, est-ce que tu es OK de nous en parler? Est-ce que, donc là on sait ce que tu as fait, ce que tu fais maintenant, et est-ce que tu as des next steps ou des projets qui t'animent dont tu veux bien nous parler? Il y a un projet qui m'anime et qui n'a... alors du coup je dis que ça n'a rien du tout à voir avec la couture et avec la création, mais un petit peu quand même, parce que au final, si ce projet aboutit, en théorie devrait aboutir, peut-être que potentiellement, d'ailleurs, je relancerai ma marque de prêt-à-porter, donc finalement, je tourne en rond. Toujours. Mais en gros, on va partir, on va pas s'installer tout de suite, mais en tout cas, on va faire construire une maison au Sénégal avec mon mari. Waouh. On va ouvrir une guest house. Oh waouh. Ça va être trop canon. J'ai trop hâte. Et ce serait pour l'année prochaine, en fait. En fait, les choses, elles se font assez rapidement. Nous, on est partis au Sénégal au mois de mai, là. Moi, c'était ma première fois. Ok, oui, donc on était en mode... En plus, en fait, le truc, c'est qu'on y allait en mode, bon, on va visiter des terrains, mais en vrai, déjà, on va voir si toi, tu t'adaptes là-bas, si tu te sens bien et tout. Et en gros, encore une fois, je pense que tout était aligné, parce que moi, déjà, je suis tombée amoureuse, mais ça, j'en doutais pas, parce que je voyais les photos et je disais, parce que mon mari est sénégalais, et je disais là, mais je comprends pas, tu m'as jamais ramenée là. Mais ouais, pourquoi? Tu vois pas les couleurs, les gens, genre là-bas, je vais être trop heureuse. Et c'est ce qui s'est passé. Et on est tombé amoureux d'une ville, et dans cette ville, on a trouvé un terrain, et du coup, on va faire construire notre maison là-bas. Et c'est trop génial. Et la corrélation avec la couture, c'est que, bien sûr, je vais ramener mes machines à coudre au Sénégal, forcément.
Mais du coup, comme il y a des ateliers là-bas, je me dis que potentiellement, je pourrais peut-être relancer la marque de prêt-à-porter, sachant que du coup, ce ne sera pas moi qui ferai la prod. Donc, les commandes seraient honorées, puisque ce ne serait pas moi qui... Qui doit faire tout, qui va tout faire. Et donc, tu travaillerais avec des ateliers sénégalais, locaux, potentiellement avoir quand même ta marque à côté, parce que on sait que juste avoir la guest house, ça va te lasser peut-être un moment, il faut quand même plusieurs activités. C'est ce que je disais à mon mari, c'est que du coup, moi, parce que lui, il est là en mode, c'est trop bien, ça va être la maison pour nos vieux jours, moi, je veux plus rien faire de ma vie. Et je dis, et moi, je sais que ça va durer 1 mois, mais après, je vais vite te dire, il faut que je fasse quelque chose. Je m'embête. Là, je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, l'idée, c'est ça. Donc, Et donc, vous installez là-bas? Alors, pas tout de suite, je pense qu'on fera des allers-retours, mais sachant que, pareil, je lui ai dit que moi, sachant qu'il y a une maison au Sénégal, il est hors de question que je passe l'hiver à Paris. Ça, c'est clair et net. Alors là, ça, par contre, c'est sans négociation, je ne passe pas l'hiver à Paris. Et après, en vrai, alors ça va aussi dépendre des activités que je garde ici, si je fais des allers-retours ou pas. Bon, je pense que de toute façon, par la force des choses, je serai obligée, parce que mes enfants vont rester ici, et ça, c'est le côté un peu touchy du truc. C'est les enfants? Voilà, c'est quitter mes enfants, ça va être, je pense, très compliqué. Quel âge ils ont, tes enfants? Ma fille a 21 et mon fils fera 23 à la fin de l'année. Ok. Donc, ils veulent pas venir, forcément. Ils ont toute leur vie. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Ma fille, Paris, c'est sa vie. Et ce que je comprends, elle a 21 ans et franchement, c'est vraiment l'âge où tu profites le mieux de cette ville, je trouve. Et donc, on va les laisser. Et j'avoue, ça, c'est un peu... j'ai encore 1 an pour me préparer à la séparation. Puis après, on est quand même à une époque où c'est hyper facile, en tout cas, de communiquer. Ça, c'est cool. Parce que pour communiquer, c'est facile, mais c'est vrai que je suis très... et pourtant, je suis pas maman poule, hein, tu vois, mais c'est vrai que... pareil, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'eux aussi avaient fait la plus grosse partie de leur vie avec nous et qu'on était plus proche de... on va voler notre propre aile. Ouais. Et genre là, j'étais là. C'est fini, genre la vie à 4, ça va être fini. Faire le deuil un peu d'avoir tes enfants avec toi. Alors que je me suis toujours préparée à ça, justement, en disant, tu vois, une fois... En fait, j'ai toujours dit que le seul moment où mes enfants m'ont appartenu, c'est quand ils étaient à l'intérieur de moi. Et qu'une fois qu'ils sont nés, voilà, c'était fini. Et vraiment, j'ai... aussi, je les ai élevés comme ça, et moi aussi, tu vois, je me suis jamais oubliée en tant que femme, parce que je me suis dit, ouais, super, le jour où ils s'en vont, c'est toi et toi, quoi. Donc, tu dois encore te développer en tant que personne individuelle. Faut pas trop, faire la mère un peu, tu sais, qui les agrippe comme ça, parce qu'un jour, ils vont partir, et quand ils partent, voilà, toi, t'es là, c'est fini, t'auras plus de gosses sous la main, donc tu fais quoi. Mais voilà, mais quand même, après, ça reste mes enfants, tu vois, donc forcément... de toute façon, tu verras. Et puis, au début, tu fais les allers-retours. Et puis, si tu te sens que tu t'épanouis trop là-bas, tu pourras rester de plus en plus longtemps. Et... je pense que, de toute façon, c'est les étapes naturelles de la vie. C'est-à-dire que, pareil, hein, je suis hyper fière de voir comment ils évoluent, le fait qu'ils deviennent des adultes. Et mon fils, il n'est plus à la maison, par exemple. Et au départ, c'était un peu compliqué, sachant qu'il habite à 200 mètres de chez moi. Mais c'est en mode mais on le voit pas, hein, franchement. Il fait sa vie et c'est cool. Je me dis, tu vois, c'est en même temps c'est compliqué parce que t'as l'impression que tu vas rester toute ta vie avec tes enfants et ton mari, genre à 4, mais en même temps je suis hyper fière de voir ma fille, tu vois. Elle m'a dit là je vais bosser un peu et je vais essayer de partir 6 mois au Japon. Et donc je suis là, mais le Japon c'est trop loin. Et en même temps je suis là, je suis tellement fière de toi, genre en même temps c'est tellement important qu'elle fasse ça. Pareil, tu vois, je lui dis, mais t'es trop cool, quoi. Moi j'aurais trop voulu être cool comme toi quand j'avais ton âge. J'aurais trop voulu que tu sois ma pote, j'aurais voulu être toi. Trop pas, je suis là, mais j'étais trop pas comme toi, quoi. Mais sauf que si, regarde, vous les inspirez tous les deux avec ton mari, de se dire, peut-être que nous, voilà, on a l'âge qu'on a et on a envie de partir peut-être au Sénégal, faire d'autres choses. Tu vois, ça c'est cool. Et c'est pareil, c'est vraiment un projet de... ça c'est... Je pense que c'est... dans l'idée, à mon avis, notre dernier gros projet qu'on aura ensemble, tu vois, l'idée c'est vraiment aussi que cette maison, au final, ce soit notre maison à nous et la dernière maison qu'on ait. Mais je suis contente de voir que, tu vois, moi j'avais pas cette relation avec mes parents, en fait. Je pense que si nous avaient dit on achète une maison, on aurait dit ouais, cool. Mais là, ma fille surtout, parce qu'elle est encore à la maison,
il s'implique beaucoup dedans, tu vois. C'est génial. Enfin, c'est vraiment une maison ce sera vraiment une maison de famille. Oui, et c'est pas parce que peut-être qu'à un moment tu ne vis pas au quotidien avec eux que les moments ne seront pas les plus riches, justement. Ils viendront. Ce sera cool de se retrouver, en fait. Ça sera trop bien. Ouais. Mais je comprends. Mais par contre, projet incroyable, petit déchirement, je peux comprendre. Mais de toute façon, comme tu as toujours fait, tu prends ton temps, tu t'écoutes, et de toute façon, tu essayes. Vous voyez, au mieux, ça se passe bien. Et surtout, vraiment, tu vois, c'est pareil. Enfin, les choses, elles se sont faites de façon tellement naturelle. Moi, tu vois, je disais à mon mari, bon, on va visiter des terrains, mais gars, je vais être sur le terrain, je vais te dire, ouais, bah, c'est un terrain. C'est genre, ouais, il y a des pierres, il y a de l'herbe, voilà. Et en vrai, quand on a visité le terrain qu'on a acheté, je lui ai dit, c'est là, en fait. Tu vois, donc je pense vraiment qu'il y a un truc et que les choses elles se font comme elles doivent se faire et que franchement non, je suis hyper heureuse. Ça c'est un projet qu'on avait depuis longtemps puisque moi je lui disais que je voulais quitter Paris. Pareil, tu vois, j'ai zéro créativité en hiver parce qu'il n'y a pas de lumière, enfin il fait nuit tôt. Non, c'est horrible. Et puis même, on va se le dire, c'est tellement plus chouette de créer des vêtements. Moi, j'ai beaucoup plus d'inspiration pour le printemps-été que l'hiver. Bah pareil, en plus, je vais pas me coudre 60 manteaux, quoi. Tu vois. Tu évites en mode, ben voilà, j'ai cousu un manteau, je vais faire l'hiver avec. Hein. Les matières, elles sont pas fun. Chiner des matières pour l'hiver. Je sais pas. Enfin, même les gens, tu vois, ils sont... je sais pas, il y a un mood à Paris qui est l'hiver qui... D'hiver et d'été, hein. En fait, l'été, le truc... Mais non, mais t'as complètement raison. Mais c'est juste que comme l'été, il y a la lumière, bah tu supportes. Tu fais abstraction de plusieurs choses. C'est supportable. Parce que tu dis, bon, il y a de la lumière, bon, c'est pas ouf Paris, mais ça me va. Parce que... Et pareil, franchement, si Paris, c'est agréable l'été, tu vois... quand tu marches, tu sais, c'est une belle ville, donc c'est quand même super agréable, si on enlève les Parisiens. Mais, pardon les Parisiens. Mais, no comment, je suis bruxelloise, donc mon avis sur les Parisiens, je rigole. L'été, c'est quand même plus supportable. Oui. Et je me vois plus, tu vois, revenir, même passer 2 mois à Paris l'été, ça me dérangerait pas. Mais l'hiver, moi, franchement, je suis éteinte. Ouais. Mais justement cette année je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait la réflexion de me dire essaye d'aborder parce que tu sais que c'est une période qui est compliquée, et cette année essaye de l'aborder d'une façon différente en fait, parce que pareil, moi j'étais toujours en mode toujours à me plaindre, genre vas-y il fait froid, vas-y il fait pas beau, vas-y hein. Et je me suis dit que cette année surtout que j'avais quelque chose de joli qui m'attendait, que je voulais essayer de passer l'hiver d'une façon moins négative, d'essayer de trouver des choses, tu vois, dans cette période qui me rendent la vie plus douce. Pas subir la période, mais vraiment make the best of it. Et qu'en hiver, c'est la saison un peu plus cocoon, où tu peux regarder des bons films, te faire une cuisine réconfortante, positive. Voilà. Et trouver dans chaque situation toujours un peu de lumière, et que aussi, beaucoup de gens, je pense, l'hiver, c'est compliqué, et c'est ok. Mais peut-être te dire, voilà, j'ai un projet qui arrive, l'hiver, je le prépare, un peu comme... C'est vraiment de faire en sorte que... Je sais pas si tu connais Super Lumos. Non. C'est un YouTuber, un Instagrammeur, je crois qu'il a un TikTok aussi, et je l'ai découvert il y a pas très très longtemps. Et... il a un podcast aussi d'ailleurs qui s'appelle Iced Coffee Break, je crois. Ok. Je te redonnerai là. Ouais, avec plaisir. Et c'est hyper cool ces podcasts et même ces posts, parce qu'il essaie vraiment de rendre tout plutôt positif. Enfin, tu vois, il romantise un peu des trucs, et ça c'est cool en fait, parce que tu sais, tu te dis, c'est vrai que si tu subis tout le temps, c'est chaud quoi. Enfin, moi j'étais vraiment aussi beaucoup dans cette optique avant, et je me dis de toute façon t'aimes pas l'hiver, mais c'est l'hiver, il arrive, donc tu peux rien y faire. Déjà là, profite au max de l'été, emmagasine plein de choses pour passer l'hiver plus simplement. Et je trouve que ces podcasts et ces publications sont très comment on dit, c'est pas bienveillante que je voudrais dire, mais réconfortant. Voilà, exactement. Et ça t'apaise. Ouais, c'est apaisant. Et je pense aussi c'est peut-être l'idée de dédramatiser des moments où tu te sens un peu triste, où tu vois du noir, tu broies du noir plutôt. C'est un peu te dire
En fait, dédramatise, c'est bon. Allez. C'est pas facile, mais bon, essaye de... Et c'est pas grave. Voilà, essaye de faire en sorte que... Trouve la petite lumière, tu vois, genre par exemple dans ta journée, il y a quand même un truc cool qui s'est passé, enfin, tu vois. Mais oui, tu vas boire une boisson réconfortante dans un endroit trop agréable de Paris. Tu peux aller au cinéma, tu peux faire plein de choses en intérieur. Et il y a quand même des belles choses du coup à faire en hiver, alors que par exemple en été, tu as tendance parfois à plus te suroccuper parce que tu te dis bah là il fait beau, il faut que j'aille dehors, il fait encore clair, je vais aller boire des verres. Moi en hiver, j'avoue cet hiver, quel plaisir de me dire il est 18h, je rentre chez moi, il fait bientôt nuit, je peux me laver, me mettre en pyjama, me cuisiner quelque chose de réconfortant, bien calorique parce qu'en fait c'est l'hiver et on en a besoin, regarder des bêtes films mais qui en fait font du bien. Mais par contre, je te coupe, mais la période des téléfilms de Noël, ça c'est l'enfer pour moi. C'est vraiment une période... Alors, les films réconfortants pour moi c'est pas ça, c'est pas les films de Noël horribles qui passent en boucle, genre même à 14h, c'est hyper flippant. Ça, c'est le truc... mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, mais par contre moi ça m'angoisse. Mais après, j'en regarde pas du coup, donc c'est très bien. Mais ouais, ça c'est un truc qui m'angoisse un peu. Mais cette période aussi, elle est genre un peu touchy, mais pareil, je me suis dit cette année, on va la rendre cool. Peut-être en organisant, tu vois, vos plans, vos idées, en recherchant de l'inspiration pour ta déco. Qu'est-ce qu'il y a de plus excitant de te dire que tu vas te décorer un nouvel endroit. Peut-être en réfléchissant à qu'est-ce que tu pourrais créer avec des ateliers sur place. Organiser l'autre période et te reposer. Et peut-être que tu trouveras la force et qu'en hiver, des gens ont envie de faire des ateliers pour des vestes parce que c'est une bonne période pour ça. Mais je comprends, c'est pas simple. Mais je pense au plus on fait confiance et on essaye de dédramatiser en fait. Moi c'est ce qui m'aide tout le temps, c'est dédramatise, arrête de... Moi je suis dans ma tête, elle me fait des films, je vais être en dépression, mais si je fais pas ci, nanana. Ouais, moi je suis comme toi. Ah non, moi tu te calmes. Faut se calmer. Vraiment. Tu respires un bon coup. Et ça va aller. Et aussi tout est éphémère. Tout passe et ça va le faire. Oui, l'hiver ça dure ce que ça dure et puis après on revient en été. Oui, et puis après tes hivers ils sont bientôt au Sénégal, donc c'est pas que j'ai pas envie de te plaindre, mais... non, je rigole. Mais écoute, je vais arrêter là parce que on a pas mal discuté et c'était trop intéressant. Merci parce que j'ai aussi appris des choses et c'était hyper intéressant et c'était très cool de pouvoir te raconter un peu ma petite vie. J'ai adoré l'entendre, c'était hyper inspirant, vraiment ça a nourri d'entendre tout ça, ça rassure. Je pense que l'important c'est toujours de ne pas se sentir seul dans des moments qui peuvent être compliqués, qui peuvent être différents. Et moi en tout cas ça m'a vraiment aidée et j'espère que vous qui nous écoutez ça vous aura aidé. Je vous mettrai le site de Violette, les réseaux sociaux de Violette, tout ce qu'il faut savoir, les références de ses livres en barre d'infos du podcast et sur le post qui sera sur la page Instagram The Upcycling Lab. Donc, pour retrouver Violette sur Instagram, c'est Violette Tannenbaum. C'est ça. Je vous l'écrirai aussi, comme ça on est sûr que tout est bien écrit. Et vous pouvez toujours aussi me suivre sur Juliette Bonhomme sur Instagram. Comme moi. Et en tout cas, merci Violette. Merci beaucoup Juliette. Et c'était un plaisir. Plaisir plus que partagé et on a vraiment hâte de suivre tes prochaines aventures. Merci. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affût des prochains épisodes et de contenus qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à vous, comme quand je termine un voice avec mes copines, bisous!